J'arrête ce live, malheureusement, je viens de recevoir une alerte de Shams, j'arrive pas à le prononcer, de Shams. C'est une mauvaise Shams bombe, donc je suis vraiment désolé de l'annoncer comme ça. À l'âge de 88 ans, Bill Russell nous a quittés aujourd'hui. Oh Non. merde. Il y a quelques jours, on a appris une bien triste nouvelle, le décès de la légende des Celtics, Bill Russell. We are also remembering the life of NBA great and activist Bill Russell. As we discuss the life and legacy of Bill Russell. Incroyable, légendaire Bill Russell qui nous a quittés ce dimanche soir. Bill Russell has died. The Celtics legend and civil rights pioneer Bill Russell has died. À travers l'histoire, des hommes et des femmes par leurs accomplissements et leur abnégation ont réussi à transcender leurs simples existences afin de bouleverser complètement celles de milliers, voire de millions d'autres. Des plus grands scientifiques comme Einstein et Pasteur aux plus grands stratèges comme Jules César et Napoléon, de Simone Veil à Martin Luther King, de Neil Armstrong à Thomas Edison. Nombreux sont celles et ceux qui ont impacté bon nombre de vies en bien et malheureusement en mal. Et le monde du sport n'échappe pas à cette règle. Les exemples sont d'ailleurs nombreux. Mohamed Ali, Tommy Smith et John Carlos, ou encore Colin Kaepernick plus récemment. Pour autant, qui peut se vanter d'avoir été le fer de lance d'un mouvement générationnel qui dépasse le cadre du sport et frappe directement dans le cœur de millions de personnes? Le tout en dominant sa discipline en tant que premier grand champion de l'histoire du basketball. Qui peut se vanter d'avoir noirci les feuilles de stats comme les bouquins d'histoire? Qui peut se vanter d'avoir été une icône encore identifiable par des millions de jeunes fans qui ne vous ont pourtant jamais vu jouer et ont vaguement entendu parler de vous? Qui? Vraiment, qui? Personne. Enfin si, un seul homme l'a fait. Un homme qui s'est éteint le 31 juillet 2022 à l'âge de 88 ans. Cet homme, ou plutôt cette légende, se nomme William Felton Russell, ou plus simplement Monsieur Bill Russell. La légende commence le 12 février 1934 lorsque Bill Russell voit le jour dans l'état de Louisiane. La Louisiane, qui comme bon nombre d'états du Sud au cours des années 30-40, est l'un des plus racistes du pays. C'est plus précisément à West Monroe que la famille Russell subit la ségrégation et le racisme au quotidien. Charles Russell, le père, a dû par exemple attendre son tour dans une station-service, et ce tant que tous les clients blancs présents ne soient d'abord servis avant lui. Agacé, Charles décide de partir afin de trouver une autre station, mais un employé lui barre la route avec un fusil de chasse collé sur le visage et menace de le tuer s'il ne reste pas à attendre son tour. Katie Russell, la mère, s'est vue insultée par un officier de police blanc en pleine rue, qui lui ordonne de rentrer chez elle et de retirer la robe qu'elle porte, car selon lui, ce sont des vêtements de femme blanche. Un racisme tellement incessant au point que la famille Russell déménage à Oakland, en Californie. Espérant trouver du travail là-bas, Charles Russell et sa famille tombent dans la pauvreté et transitent de logements sociaux en logements sociaux. Si papa est décrit comme un homme dur et sévère, maman, elle, est beaucoup plus douce et proche du garçon Bill. Malheureusement, Katie Russell décède brutalement alors que son fils est seulement âgé de 12 ans. Totalement sous le choc et dévasté par la perte d'une mère qu'il aimait tant, Bill va pourtant trouver du réconfort et un rôle modèle en la personne de son père, qui change de travail afin de rester plus proche de lui et de son frère. Russell déclarera plus tard que son père était devenu le héros de son enfance à la suite de la mort de sa mère. Mais une autre figure fait également office de héros et de modèle pour le jeune Bill, le pivot superstar des Lakers de Minneapolis, George Mikan. Mikan le suit de près lorsqu'il évolue à l'université et comme une annonce prémonitoire, il déclare de Russell « Regardons les choses en face, c'est le meilleur de tous les temps, il est tellement bon qu'il vous fait peur ». Pourtant, lors de sa période lycéenne, rien ne laissait présager d'une vraie carrière de basketteur professionnel. Et ce pour deux raisons. Premièrement, même si Bill Russell est un athlète hors norme, mais j'y reviendrai plus tard, il est trop brut de décoffrage. Il galère à développer des fondamentaux viables et ne base son jeu que sur ses qualités physiques. Même son QI basket est jugé trop faible à ce moment-là. Tellement faible qu'il sera coupé de l'équipe de l'Herbert Hoover Junior High School. La seconde raison est son rapport avec les figures d'autorité blanches. Son enfance et ses expériences passées ont développé chez lui une méfiance extrême envers les coachs non afro-américains. Mais lors de sa première année au lycée McClean-Mons d'Oakland, alors qu'il est à deux doigts d'être à nouveau coupé de l'équipe de basket, George Pauls, coach blanc de l'équipe, voit en lui ce que les autres ne voient pas, un potentiel athlétique quasi illimité. Le coach le prend alors sous son aile et pour la première fois de sa vie, Russell est encadré de manière saine et sans animosité par un homme de couleur blanche. Rassuré, Bill travaille ses fondamentaux et avec une poussée de croissance qui arrive, il devient enfin un joueur de basket correct. Armé de nouvelles qualités basketballistiques, Bill Russell ambitionne désormais de percer au niveau universitaire. Si dans un premier temps il est nommé par de nombreux recruteurs,
L'université de San Francisco, et plus particulièrement son recruteur Al DeGiulio, détecte en lui un potentiel intéressant et surtout un instinct dans le jeu enfin développé et affirmé. Bill Russell accepte rapidement la bourse d'études proposée par la faculté et prend conscience que le basket peut être la clé, celle qui lui permettrait d'échapper à la pauvreté, mais également au racisme. Armé d'une motivation inébranlable, Russell devient le pivot titulaire des Dons de San Francisco. Dans une équipe au style très défensif, Bill se révèle comme un mur infranchissable dans la raquette. L'équipe tabasse ses adversaires, mais aussi les mœurs. L'entraîneur Phil Woolpert devenant en 1954 le premier coach d'une équipe de basketball d'une grande université à faire débuter 3 joueurs afro-américains. Casey Jones, Al Perry et Bill Russell. Et match après match, le diamant brut Bill Russell se polit, jusqu'à devenir la menace numéro 1 sur un parquet. Si en attaque le pivot maîtrise la base des fondamentaux, ce n'est pas non plus un monstre offensif. Pourtant, grâce à sa vision, son instinct, sa hargne, quelques moves près du cercle et ses énormes qualités athlétiques, il plante régulièrement 20 points par match à NCAA. J'ai dit énorme qualité athlétique? Eh bien c'est un doux euphémisme, croyez-moi. Mais pour s'en rendre compte, petit détour par la piste d'athlétisme. En parallèle du basket donc, Russell pratique l'athlétisme pour l'USF. Et c'est tout simplement du jamais vu pour l'époque, mais même pour aujourd'hui mine de rien. Bill Russell est classé 7ème meilleur sauteur en hauteur du monde en 1956. L'un de ses plus hauts sauts est mesuré à 2,06 m. Et le bonhomme mesure déjà 2,06 m. Bonjour la dinguerie. Ah oui bien sûr, à cette époque on n'utilisait pas la technique Fosbury pour le son hauteur, sinon ça serait trop facile. Hein. Alors ok, le monsieur saute haut, mais il court aussi très vite, puisque sur 400 mètres, on est en dessous des 50 secondes, soit un peu moins de 30 km/h de moyenne. Sur 100 mètres, on serait donc sur un chrono en moins de 12 secondes environ. Bon. Et en plus, rajouter à cela ses mensurations. 2,08 m pour 98 kg, avec une envergure folle de 2,24 m. Oui, disons les termes, niveau athlète, c'est LeBron James bien avant LeBron James. Alors en défense, mamma mia. Avec son corps, ses qualités athlétiques et son QI, Russell est un véritable poison sur l'homme. On rappelle qu'à l'époque, les contres n'étaient pas comptés, mais ce n'était pas rare de le voir en claquer 10 sur une rencontre. Puissant et intimidant, Russell fait peur. Il le sait, en joue, et tous les attaquants adverses le redoutent. Et pas seulement son vis-à-vis, mais tout le roster d'en face. Précurseur dans les contres en second rideau, mais également dans l'aide défensive sur les côtés opposés, Bill Russell semble infranchissable et repousse tous les assauts adverses, soir après soir. Et si vous avez la chance de ne pas vous faire contrer, repartez tout de suite en défense, parce que la bête est un aimant en rebond. Aucun ne lui échappe. Les défensifs sont sécurisés grâce à sa taille, sa dureté, sa lecture et sa détente, et de l'autre côté, les rebonds offensifs qu'il gobe lui permettent de compenser son manque de skills en attaque, et lui offrent de nombreuses chances de punir la défense adverse à coups de claquettes, de tapines et de paniers après rebond. Mais même sans les rebonds, Russell peut scorer, notamment en devenant l'un des premiers joueurs à maîtriser le coast-to-coast. Ouais bon normal en même temps, personne ne peut stopper un train lancé à pleine vitesse. Et encore moins quand celui-ci prend des layups de la ligne des lancers francs. Mais au-delà de la défense, des rebonds et des paniers marqués, ce qui distingue Bill Russell des autres est son envie incommensurable de gagner et de dominer son adversaire. C'est un tueur au mental d'acier qui vous attend nuit après nuit et qui est prêt à tout pour gagner. Et plus qu'un mindset chez lui, c'est tout simplement une science à part entière. L'intéressé l'explique même à travers 4 points fondamentaux. Premièrement, tu dois pousser l'adversaire à faire ce que tu as envie qu'il fasse. Tu dois le pousser à réfléchir. S'il réfléchit au lieu de faire, il est à toi. Il n'y a pas de temps pour réfléchir au basket. Tu ne peux pas te dire « ceci vient d'arriver, voilà ce que je dois faire ensuite ». Le temps qu'il revienne de cette fenêtre de réflexion, il est déjà trop tard. Deuxième point. Il faut avoir l'instinct du tueur. Si tu ne l'as pas, oublie le basket et lance-toi en psychologie ou ailleurs. Si parfois tu te demandes si tu as cet instinct, c'est que tu ne l'as pas. Pas de chaton ici s'il vous plaît. Ma définition de l'instinct du tueur, c'est la capacité à repérer et exploiter une faiblesse chez l'adversaire. Troisième point, sois aimable mais ne cajole personne. Il faut être sympathique mais lorsque le reste échoue, un coup de coude dans la bouche est envisageable. C'est la psychologie de dernier ressort. Quatrième point, souviens-toi que le basket est un jeu d'habitude. En devenant bon, tu développes certaines d'entre elles. Si tu parviens à faire dévier un joueur de ses habitudes en le faisant psychoter, il est à ta merci. Maintenant que vous connaissez toutes les qualités de Monsieur Bill Russell, revenons à ces 3 saisons extraordinaires à NCAA. 3 saisons où il domine outrageusement le championnat des collèges. 3 saisons où son impact fait que les règles changent. Les interférences avec la balle dans le cercle sont désormais prohibées. Russell rentre ainsi dans la lignée de son idole Mike Hahn, à cause duquel les contres en phase descendante ont été interdits quelques années auparavant. 3 saisons avec des moyennes de presque 21 points et 20 rebonds, le tout à 51% au tir. 3 saisons de massacre des feuilles de stats avec une série de 55 victoires consécutives et un bon triple-double non officiel avec 26 points, 27 rebonds, 20 contres et 3 interceptions. Bordel. 3 saisons au cours desquelles il remplit son armoire à trophées.
2 fois champion NCAA avec San Francisco, 2 fois NCAA All-Tourney, 2 fois NCAA All-Region, 2 fois Consensus All-American et un titre de MOP du tournoi NCAA. Mais Bill Russell à NCAA, c'est également 3 saisons d'insultes racistes pour lui et ses coéquipiers de couleur, et particulièrement lors des matchs à l'extérieur. Ces 3 saisons vont faire de lui l'homme qu'il sera tout au long de sa vie et de sa carrière. Notamment lorsqu'au cours d'un déplacement à Oklahoma City, aucun hôtel n'accepte de recevoir Russell et ses coéquipiers noirs alors qu'ils sont en ville pour le tournoi All College de 1954. En guise de protestation, toute l'équipe campe alors dans un dortoir universitaire fermé. Cette expérience renforce les liens du groupe et endurcit davantage Bill Russell qui déclare « Je ne me suis jamais permis d'être une victime ». Mais malgré sa domination évidente, le pivot garde une immense souffrance en lui à cause de l'ambiance ségrégationniste de l'époque. À cette époque, il n'était pas acceptable qu'un joueur noir soit le meilleur, cela n'arrivait pas. Lors de ma première année à l'université, j'ai fait ce que je pensais être l'une des meilleures saisons universitaires de tous les temps. Nous avons gagné 28 des 29 matchs de la saison, nous avons gagné le championnat national, j'étais le MOP du Final Four, j'étais dans la première équipe all-américaine, j'avais une moyenne de plus de 20 points et de plus de 20 rebonds, et j'étais le seul gars à l'université à contrer autant de tirs. Après la fin de la saison, il y a eu une cérémonie en Caroline du Nord et ils ont choisi un autre pivot comme joueur de l'année dans cet état. Et bien cela m'a fait comprendre que si j'acceptais ces décisions comme les derniers juges de ma carrière, je mourrais un vieil homme amer. Et c'est précisément à ce moment-là que le mindset de Russell évolue encore. Les trophées individuels, très peu pour lui. Le plus important, c'est l'équipe est gagnée. Absolument tout gagné. Et après avoir tout gagné à NCAA, il est temps pour le grand Russell de passer au niveau supérieur. Avant de se présenter à la draft NBA, Bill Russell est à 2 doigts d'entrer dans le monde professionnel par un autre biais. Il est invité par les célèbres Harlem Globetrotters à rejoindre leur troupe. Très intéressé par l'invitation, c'est une nouvelle fois le racisme qui tue dans l'œuf ce beau projet. Au cours d'une réunion avec le propriétaire Abe Saperstein, ce dernier n'adresse pas la parole à Russell, mais uniquement à ses représentants présents ce jour-là. L'entraîneur, Harry Hanna, tente de désamorcer la situation, mais pour Russell, le mal est déjà fait. Et il déclare que si Saperstein est trop intelligent pour lui parler, alors lui est trop intelligent pour jouer pour Saperstein. Peu de temps après, Russell se déclare éligible pour la draft NBA de 1956. 30 avril 1956, jour de la draft. Red Auerbach, le légendaire entraîneur des Boston Celtics, ne jure que par Bill Russell. Il est convaincu que sa solidité défensive et ses prouesses en matière de rebond sont les pièces manquantes à ces Celtics. Mais le petit problème, c'est que Boston ne dispose d'aucun choix de draft parmi les 3 premiers picks. Auerbach et le front office vert vont alors réaliser ce qui sera qualifié plus tard d'un des trades les plus importants de l'histoire du sport nord-américain. Tout d'abord, avec leur pick 6, les Seas sélectionnent Tom Henson. Mais Auerbach sait que les Rochester Royals, qui possèdent le premier choix de la draft, ont déjà un excellent rebondeur en la personne de Maurice Stokes, et qu'ils recherchent plutôt un shooter. De plus, Rochester refuse catégoriquement de payer à Russell la prime à la signature de 25 000 $ qu'il demande. Le propriétaire des Celtics, Walter A. Brown, obtient même du propriétaire de Rochester, Les Harrison, l'assurance que les Royals ne drafteront pas Russell. Avec leur first pick, ils sélectionnent C. Hugo Green. Vient alors le second pick de cette draft qui appartient aux Hawks de Saint-Louis. Sans surprise, ils sélectionnent Bill Russell, mais les Celtics ont plus d'un atout dans leur manche. Et cet atout, c'est leur pivot Ed Macauley, un joueur 6 fois All-Star et, précision importante, originaire de Saint-Louis. Auerbach tente alors le tout pour le tout et met dans la balance Macauley, son franchise player de l'époque, pour récupérer Bill Russell. Intéressé à l'idée de retourner à Saint-Louis pour être auprès de son fils malade, Macauley ne s'oppose pas à ce transfert et après quelques négociations, les Boston Celtics récupèrent enfin Bill Russell, contre Macauley bien sûr, mais également Cliff Hagan qui servait dans l'armée depuis 3 ans et n'avait pas encore joué pour les Celtics. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais non, puisque la soirée parfaite des Celtics se prolonge. En 14e position, Boston pick Casey Jones, l'ancien coéquipier de Russell à l'USF. Alors là, comme ça, bien sûr, ça ne vous parle pas, mais en fait, Boston vient tout juste de sélectionner 3 futurs Hall of Famers. Comme ça, au calme, avec les drafts de Russell, Jones et Henson. Chez moi, on appelle ça une masterclass en bonne et due forme. Mais avant d'intégrer la NBA, Russell est convoqué par l'équipe américaine pour participer aux Jeux Olympiques de Melbourne de 1956. Mais à l'époque, seuls les basketteurs amateurs sont autorisés à participer aux JO. Or, Russell ayant signé son contrat chez les Celtics, il est désormais passé chez les pros et n'est pas accepté par le CIO. Russell négocie sa participation en décidant de n'intégrer les Celtics qu'au mois de décembre, les Jeux se tenant entre novembre et décembre pour des raisons météorologiques. N'ayant pas encore foulé les parcs NBA, il ne peut être considéré comme un pro. D'autant plus qu'il souhaite marquer le coup en participant à l'épreuve de basketball, mais également à celle du saut en hauteur. Performance qu'il ne pourra réaliser car un athlète ne pouvait être inscrit que dans une seule épreuve à l'époque. C'est en étant capitaine de son équipe qu'il remporte la médaille d'or en battant l'URSS en finale sur le score de 89-55. Le bilan de Team USA dans la compétition ?
8 victoires pour 0 défaites avec des écarts de 30 points minimum. Le tout avec un Bill Russell meilleur marqueur de l'équipe avec 14 points de moyenne, bien aidé par son coéquipier des Celtics, Casey Jones, avec 11 points par match. Après ce parcours de santé australien, Bill Russell peut enfin enfiler le maillot des Boston Celtics en décembre 1956. Et quoi de mieux pour une saison rookie que de taper un nouveau record all-time en termes de rebonds, avec une moyenne à 19,6 par match, accompagnée de 15 points, histoire de bien faire comprendre à la ligue que le futur, c'est lui. Mais au-delà de la perf individuelle, Boston brille surtout par son collectif. Un collectif composé tout bonnement de 5 futurs Hall of Famers. Les deux larrons de la draft, Hayson et Russell, Casey Jones ne jouera que la saison suivante à raison de son service militaire à effectuer, ainsi que Bill Sharman, Frank Ramsey et le Houdini des parquets, Bob Cousy. Russ est rapidement mis au cœur de la défense des Verts et Blancs, comme par exemple lors de son premier match où face au pivot Hall of Famer des Hawks de Saint-Louis, Bob Pettit, il impressionne le public de Boston par sa défense et ses nombreux contres. Grâce à sa présence et ses rebonds, Boston se transforme en une forteresse imprenable, forçant les équipes adverses à la perte de balles pour les punir par des contre-attaques létales. Un système défensif est même inventé pour le pivot, la tactique « Hey Bill !» En gros, chaque fois qu'un Celtic est dépassé en défense et demande de l'aide, il n'a qu'à crier « Hey Bill !» pour qu'un Russell sauvage sorte de nulle part et, au choix, contre un deuxième rideau, pose une prise à deux ou switch sur un autre joueur. Le gars est tellement balèze qu'il peut presque faire les trois dans un laps de temps très court. Ce renouveau tactique permet aux Celtics de finir la saison régulière 1956-57 avec un bilan de 44-28 et pour une première participation en playoff lors de son année rookie, la pression est maximale pour notre cher Bill. En fait non, au contraire, il nous sort une ligne de stats de 16 points, 31 rebonds et 7 contre estimés. Voilà. Ce qui donne le ton pour le sweep que réalisent les Celtics face aux Syracuse Nationals. Boston accède donc à la finale NBA face aux St. Louis Hawks pour la première fois de son histoire. A l'époque, les playoffs se jouent en une seule série dans chaque conférence et le gagnant de chaque conférence se qualifie pour les grandes NBA Finals. Russell retrouve Bob Pettit et les Celtics leur ancien pivot, Ed Macauley. Alors que les deux équipes sont à égalité au bout de 6 matchs, la tension est telle que le match 7 ira en double prolongation. Les Celtics mènent 125-123 avec une seconde restante à jouer. Les Hawks tentent une longue passe pour Pettit depuis leur propre ligne de fond. La balle rebondit plusieurs fois mais ne rentre pas dans le cercle. Victoire des Celtics, premier titre de champion de leur histoire et premier titre en carrière pour un Bill Russell rookie à seulement 22 ans. Bien décidé à réaliser le back-to-back, Boston attaque la saison 57-58 pied au plancher avec 14 victoires consécutives. Notre pivot pose des moyennes de 16,6 points par match et un nouveau record au rebond avec presque 23 par rencontre. Les Celtics terminent avec le meilleur bilan de la ligue, ce qui permet à Bill Russell d'être élu MVP pour la première fois de sa carrière. Pourtant, fait insolite, il n'est nommé que dans la All-NBA Second Team, car si ce sont les joueurs qui votent pour le MVP, ce sont les médias qui élisent quant à eux les équipes All-NBA. Deux explications quant à cette décision. L'officiel, il y avait un pivot tout simplement plus fort offensivement d'après eux, en l'occurrence Bob Pettit cette saison-là, et l'officieuse, liée notamment au comportement de Bill Russell. À cette époque, sa réputation est plutôt mauvaise. Il est décrit comme un homme au mauvais caractère, méfiant et très virulent envers les autres, méfiant en particulier envers les journalistes car il les ignore très souvent et devient l'athlète à l'autographe le plus difficile à obtenir. Voulant paraître dur en dehors mais également sur le terrain, Russell n'hésite pas à frapper un adversaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance, afin que plus jamais il ne subisse de grosses fautes. Et pour l'anecdote, il ne sera sanctionné pour ce geste que d'une modeste amende de 25$. Bien énervé par cette histoire de All-NBA Team, Russell et ses Celtics retrouvent à nouveau les Hawks de Saint-Louis en finale NBA. Et notre pivot est bien déterminé à montrer qui est le meilleur intérieur de la ligue. Mais alors que la série est à 1 partout, Russell, qui sort d'un match 2 en 22-27, se blesse au pied lors du 3e match et cela marque le tournant de la finale. Il ne revient qu'au Game 6 alors que Saint-Louis mène la série 3-2. Limité à 20 minutes de jeu, il ne peut peser dans le match et se fait dominer par Bob Pettit et ses 50 points et 19 rebonds. Les Hawks sont champions NBA 1958, tandis que Russell, Auerbach et l'ensemble des Celtics ne se cherchent pas d'excuses et sont déjà focus pour la saison suivante. Enfin, la saison. Je devrais dire plutôt les saisons suivantes, puisque les 8 prochaines années seront entièrement vertes avec une domination sans pareil des Boston Celtics. Saison 58-59, Russell tourne en 17 points, 23 rebonds avec un nouveau record de victoire de 52 pour 20 défaites et sweep en finale les Lakers de Minneapolis. Saison 59-60, la NBA enregistre l'arrivée d'un mutant nommé Will Chamberlain aux Philadelphia Warriors. Et le monde ne le sait pas encore, mais nous assistons aux prémices de l'une des plus belles rivalités du sport professionnel. Les Celtics réalisent encore une saison record avec 59 victoires pour 16 défaites. Russell claque un record de rebonds avec 51 prises en une rencontre, n'importe quoi. Battu plus tard par Chamberlain et ses 55 rebonds, du grand n'importe quoi. C'est bien simple, à chaque fois que les deux s'affrontent, c'est le titan assaillant contre le titan cuirassé. 94 confrontations entre les deux en saison régulière, 57 victoires pour Bill en 14-23,
37 victoires pour Wilt en 30-28. Des stats titanesques, notamment pour Wilt, mais qui seront à l'image de sa carrière. Un énorme impact individuel pour malheureusement trop peu de victoires collectives au vu de son talent. Les deux comparses se rencontrent d'ailleurs pour la première fois en post-season lors de ces playoffs 1960. En finale de conférence Est, les Celtics battent les Warriors 4-2. Les Warriors s'accrochent sur quasiment toutes les rencontres, Boston est meilleur collectivement et fonce en finale NBA pour une nouvelle rencontre avec Saint-Louis. Une finale très disputée qui va jusqu'au Game 7 et dans laquelle Bill Russell établit un record de rebonds sur une finale NBA avec 40 rebonds. Il clôture la finale avec une performance très solide au match 7 avec 22 points, 35 rebonds et 4 passes décisives et offre à Boston son 3e titre en 4 ans. Rebelote la saison suivante avec un nouveau titre remporté, une nouvelle fois face aux St. Louis Hawks, sur le score de 4-1 avec un Russell en 17-24 sur la saison 60-61, ce qui lui vaut son second titre de MVP. En 61-62, l'intérieur réalise sa meilleure saison offensive à 19 points par match à 46% au tir, le tout accompagné de près de 24 rebonds, histoire de vraiment bien peser comme il faut des deux côtés du terrain. Après c'est sûr que cette saison-là, quand t'as un Wilt Chamberlain qui pose un truc all-time avec 50,4 points et 25,7 rebonds par match et El Famoso, match à 100 points, on va dire que tu passes légèrement au second plan. Ce qui n'empêche pourtant pas les Celtics de devenir la première équipe à gagner 60 matchs en une saison, et fort de ses progrès offensifs et d'un impact défensif toujours immuable, Russell est élu MVP de la ligue pour la 3e fois de sa carrière. Pourtant, lors de la finale de la conférence Est, Boston galère face au fameux Wilt et ses Philadelphia Warriors. La série pousse jusqu'au 7e match et Russell fait tout ce qu'il peut pour contenir les assauts du monstre Chamberlain. Lors du Game 7, il limite Chamberlain à 22 points alors qu'il tourne à plus de 32 sur la série et pour rappel, 50 en saison régulière, soit 28 points de moins que sa moyenne de saison, tout en marquant 19 points de son côté. À égalité à 2 secondes de la fin, c'est Sam Jones qui crucifie les Warriors avec un tir clutch pour remporter la série. Lors des finales de 1962, Boston rencontre les Los Angeles Lakers composés d'un des plus terribles duos de l'époque, Elgin Baylor et Jerry West. Une nouvelle fois, la série va jusqu'au Game 7. En face, le duo Angelinos est bouillantissime avec West à 31 points de moyenne et surtout un Baylor en 41-18 par rencontre. Alors que les Celtics sont menés 3-2, Russell va nous sortir 2 derniers matchs de légende. Tout d'abord au Game 6, il réalise son premier triple-double en carrière. 19 points, 24 rebonds et 10 passes décisives avec à la clé une victoire des Celtics 119-105. Et au Game 7, dans une atmosphère irrespirable, les Lakers ratent l'occasion de gagner le titre après un tir manqué à 1 seconde du terme. Boston est en difficulté en prolongation avec 4 joueurs sortis pour 6 fautes. Mais le line-up proposé par Auerbach va se montrer héroïque pour contenir les assauts répétés de Baylor. Russell va s'employer corps et âme sur son adversaire du soir et sort l'une de ses meilleures performances en finale NBA en marquant 30 points, 10 steals en 4 passes décisives et en égalant son propre record de finale avec 40 rebonds dans une victoire 110-107 en prolongation. 4e titre en 5 ans pour les Boston Celtics. Si les Celtics doivent dire au revoir à Bob Cousy qui prendra sa retraite à l'issue de la saison 62-63, ils récupèrent John Havlicek avec leur 7e choix de draft. Ou à Savoy à pire pour assurer la sortie de Houdini. Russell continue quant à lui son chantier. 16,8 points et 23,6 rebonds par match, 58 victoires pour les Celtics, grosse stat, plus gros bilan, égale un 4e titre de MVP de saison régulière, ainsi qu'un MVP du All-Star Game de 63 après sa performance de 19 points et 24 rebonds. Mais Russ fait également parler de lui en dehors des parquets. Si toute l'équipe à Auerbach se rend à la Maison Blanche pour rencontrer le président Kennedy, Bill Russell lui, roupie. Non, je vous jure, c'est même pas une blague, il pensait juste que ce serait une simple visite de la Maison Blanche, mais il a un peu trop forcé sur la sieste, ce qui fait qu'il n'apparaît pas sur la photo de cette rencontre. Pour sa défense, ses coéquipiers diront qu'il n'était pas au courant de la rencontre avec le président américain, pensant alors à une simple visite des lieux aussi. Cette légère mésaventure n'empêche cependant pas les Celtics d'atteindre les finales NBA et de taper à nouveau les Lakers en 6 matchs. Lors du 3e match, Russell salit la feuille avec 21 points, 38 rebonds et 6 passes décisives. Encore un titre pour les Boston Celtics. La saison suivante, les Celtics affichent encore le meilleur bilan de la ligue en 58-22. Record en carrière pour Bill Russell au rebond avec 24,7 prises par match, leader de la NBA dans la catégorie pour la première fois depuis l'entrée de Chamberlain dans la ligue. Un Chamberlain qui sera d'ailleurs battu par Russell et ses Celtics en finale NBA, alors que Wilt évolue désormais aux Warriors de San Francisco. Un 4-1 propre et net qui octroie aux hommes en vert leur 6e titre consécutif et le 7e en 8 ans avec Russell. Une série jamais atteinte dans aucune ligue de sport professionnelle américaine. Saison 1964-65. Et encore un record de victoire pour les Seas avec 62 wins,
une nouvelle saison récompensée par un MVP en 14-24 pour Bill Russell, son 5e, et une énorme perf avec 49 rebonds captés sur une rencontre, sur la 4e perf all-time. Alors comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, le record all-time de rebonds est de 55 par Wilt Chamberlain, mais selon vous, qui suit dans ce classement? Bill Russell, 3 fois, avec 51 et 2 fois 49 rebonds. Non mais j'ai même plus les mots à force. Les deux rivaux se retrouvent pour la finale de conférence Est de 1965. Chamberlain étant revenu à Philadelphie, nommé désormais Sixers, une série qui va rentrer dans l'histoire avec des performances de haute volée à chaque match et un final légendaire. Game 1, victoire des Celtics avec un Russell à 32 rebonds malgré un 33-31 de Chamberlain. Game 2, victoire des Sixers, Wilt étant 30-39 alors que Sam Jones en plante 40 à 50% au tir. Game 3, victoire Boston, 19-26-8 pour Russell, 24-37 pour Wilt. Game 4, victoire Philadelphie, 34 points, 34 rebonds pour The Stilt. Game 5, victoire Celtics grâce aux 28 rebonds de Bill. Game 6, victoire Sixers, Wilt étant 30-26 bien aidé par Walker, Greer et Jackson, tous à 20 points ou plus. Et enfin, le légendaire Game 7 de la série. Les deux équipes sont à bout de souffle, pourtant, les joueurs se rendent coup pour coup sur le terrain. Côté Sixers, Wilt domine encore les débats avec un match à 30 points et 32 rebonds, bien aidé par Dave Gamby et Chet Walker, respectivement à 25 et 24 points. Pour les Celtics, Sam Jones mène la charge offensivement avec 37 points, secondé par Havlicek et ses 26 points. Russell, lui, est à 2 doigts du triple-double avec 15 points, 29 rebonds et 8 passes. Mais à 5 secondes de la fin du match, Boston mène 110-109 et les Sixers ont une remise en jeu sous le panier celte. La suite appartient à l'histoire. He gets it out deep and Havlicek steals it over the stand Jones. Havlicek stole the ball. It's all over. It's all over. Johnny Havlicek is being mobbed by the fans. It's all over. Johnny Havlicek stole the ball. Oh boy, what a play by Havlicek at the end of this ballgame. Les commentaires du commentateur des Celtics, Johnny Most, passent à la postérité et après cette énorme bataille, Boston débarque en finale NBA face à des habitués, les Los Angeles Lakers. Mais les Purple and Gold opposent moins de résistance que les Sixers et se font rouler dessus 4-1 par la machine verte, qui rafle un 7e titre d'affilée. Le bouquet final de cette épopée fantastique a lieu lors de la saison 1965-66, au terme de laquelle les Celtics remportent les finales NBA 1966 et leur 8e titre consécutif. Chamberlain perd encore face à son Némésis en finale de conférence, et si les Lakers sont bien plus accrocheurs que lors de leur précédente finale, ils s'inclinent encore lors du 7e match après une performance de haute volée de Bill Russell en 25-32, qui met un point final à une aventure exceptionnelle, inédite et encore jamais égalée dans la grande histoire de la NBA. Été 1966. Après 16 saisons sur le banc des Boston Celtics et 9 titres de champion, le mythique Red Auerbach prend sa retraite et laisse le poste de head coach vacant. Il a cependant la main libre quant au choix de son successeur. Dans un premier temps, il souhaite que son ancien joueur Frank Ramsey prenne la suite. Ce dernier refuse l'offre, étant trop occupé à gérer différents business de maison de retraite. Et il sollicite alors dans un second temps le Houdini des parquets himself, Bob Cousy, mais refuse aussi car il ne souhaite pas entraîner ses anciens coéquipiers. Vient alors dans un troisième temps Tom Henson, qui décline à son tour la proposition, par peur de ne pas réussir à gérer le caractère bien trempé de Bill Russell, d'autant plus que les rapports entre les deux ne sont pas au beau fixe. C'est alors que le 16 avril 1966, comme une évidence, Bill Russell accepte de devenir l'entraîneur des Celtics à la demande d'Auerbach lui-même. Si le pivot rentre dans l'histoire, ce n'est pas parce qu'il devient de ce fait entraîneur-joueur, mais parce qu'il est le premier head coach noir de l'histoire de la NBA et d'une ligue américaine de sport professionnel. Si les journalistes et l'opinion publique s'enflamment, Russell répond avec sa verve habituelle « On ne m'a pas offert le poste parce que je suis un on me l'a offert parce que Red a pensé que je pouvais le faire. » Boston attaque donc la saison 66-67 avec Bill Russell en guise d'entraîneur-joueur, et la grève prend bien puisque les Seas remportent 60 victoires et filent en finale de conférence Est, où ils attendent Wilt Chamberlain et ses Sixers. Mais la mythique série des Celtics prend bel et bien fin après une défaite 4-1 face aux futurs champions, menés par le dominant Chamberlain. Mais si la défaite est réelle sur le parquet, la victoire, elle, est ailleurs pour Bill Russell. Après la défaite, il conduit son grand-père dans les vestiaires des Celtics où il aperçoit le Celtic blanc, Havlicek, prendre une douche à côté de son coéquipier noir, Sam Jones, tout en discutant du match. Frappé d'une joie incommensurable, il s'effondre en larmes, puis grand-père Russell félicite son petit-fils d'être l'entraîneur d'une organisation dans laquelle les noirs et les blancs coexistent en harmonie. Saison 67-68, Russell est désormais âgé de 34 ans. Il sait que sa fin de carrière n'est plus très loin
mais sa soif de compétition et de victoire le guide dans ce qui s'apparente à des barreaux d'honneur. Il ne pèse plus comme avant offensivement, tournant à 12,5 points par match, mais demeure toujours l'un des meilleurs de l'autre côté du parquet, avec 18,6 rebonds par match. Troisième de la ligue, Boston affronte les Sixers en finale de conférence Est. Si la série est marquée par l'assassinat de Martin Luther King Jr. qui affecte profondément la grande majorité des joueurs des deux équipes, c'est bien un autre événement qui va faire que cette série sera qualifiée de classique encore aujourd'hui. Boston perd la finale de conférence 3-1, et à cette époque, aucune équipe de NBA n'est revenue d'un déficit 3-1. Mais un adage qui sera popularisé quelques années plus tard dit « Il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion ». Boston fracasse littéralement les chiffres et remporte 3 matchs consécutifs, dont le match 7 à l'extérieur. Russell est dans la zone et limite Chamberlain a seulement 2 tentatives de tir en deuxième mi-temps. Il est également le pilier central de la fin de match. Lancer franc, contre et même passe décisive, Bill fait tout dans la fin de match face à des Sixers abattus et obligés d'admettre leur défaite. Complètement habités par cette performance historique, les Celtics ne laisseront pas passer l'occasion de punir les Lakers en finale avec une victoire 4-2. Russell est un champion, en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur. C'est son 10e titre en 12 ans, ce qui lui vaut le Sports Illustrated Sportsman of the Year. Bon joueur, Jerry West déclare après la défaite « Si j'avais le choix entre n'importe quel joueur de basketball de la ligue, mon choix numéro 1 devrait être Bill Russell. Bill Russell ne cesse de m'étonner. » Et en effet, Russell ne cesse jamais d'étonner. Ses coéquipiers, ses adversaires, les fans, mais également l'opinion publique. La saison 68-69 est celle d'un certain déclic. Enfin plutôt, le point de non-retour suite à une accumulation d'événements négatifs. Son enfance difficile et la ségrégation ambiante, ses rapports difficiles voire conflictuels avec les personnes de couleur blanche, mais également un racisme appuyé par ses propres fans et les habitants de Boston, dont je parlerai plus tard. Déjà marqué par l'assassinat de Martin Luther King l'année précédente, le meurtre du président Kennedy brise ses derniers espoirs d'une Amérique unie. Ajouta à cela la guerre au Vietnam, un mariage qui bat de l'aile et une condition physique très déplorable. Russell craque lentement mais inexorablement. Handicapé de 15 kg en trop, il fait le minimum syndical en attaque avec 10 points de moyenne et reste en dessous des 20 rebonds par match. Il ne participe pas aux réunions obligatoires des entraîneurs de la ligue et pour couronner le tout, on lui diagnostique un épuisement aigu. Quatrième à l'Est, Boston part à l'assaut de ses playoffs avec peu de chances de réussite selon les spécialistes de l'époque. Mais aucune souffrance physique ne peut ébranler le mental et la soif de vaincre de l'ami Bill. Boston élimine successivement les 76ers et les Knicks pour rencontrer les Los Angeles Lakers en finale NBA 69. Pour alors se dire que l'histoire peut s'arrêter ici, que les objectifs des Celtics sont dépassés, ouais, on pourrait penser ça, mais pas Bill Russell. Si les Lakers présentent sur le parquet l'un des premiers Big Three de l'histoire avec West, Baylor et l'inévitable Will Chamberlain, rien n'effraie les Celts. Alors que Jerry West salit la défense adverse avec un Game 1 à 53 points et un Game 2 à 41 points pour remporter ses rencontres, Boston se rattrape au match 3 et égalise même au match 4 après un game winner de Sam Jones. Nelson comes in and Bill Russell goes out. Russell goes out of the game and Nelson will play center. How will they run it? Let's see. It goes out of bounds and it comes into Havlicek. The clock is moving. 5 seconds. To Sam. His 20-foot jumper. Good! 1 second. Partage des points dans les rencontres suivantes et c'est une nouvelle fois par un Game 7 que le champion est désigné. Sur 2, les Lakers impriment même le programme de la cérémonie de remise du trophée sur le prospectus du match. Il n'en fallait pas beaucoup pour remonter Bill Russell comme un coucou. À croire que le mec c'était un rookie sans déconner. 6 points et surtout 21 rebonds plus tard, les Celtics remportent le match décisif sur le score de 108-106. Jerry West devient le premier et unique MVP des Finals perdant de l'histoire, mais Bill Russell lui empoche son 11e titre de champion NBA. La légende s'élargit encore et encore, personne ne rivalise avec le pivot et malgré les années, son fighting spirit et sa soif de vaincre demeurent intacts. Mais fatigué et usé, c'est après ce dernier titre que Bill Russell tire sa révérence. Comme le dit l'adage, c'est toujours important de soigner sa sortie. Mais là, comment dire... Si sur le terrain il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, en dehors par contre, c'est plus compliqué. Après son ultime victoire, 30 000 fans des Celtics l'attendent pour acclamer leur héros, mais Bill Russell n'est pas là. Estimant qu'il ne devait rien aux supporters, le pivot coupe les ponts avec la franchise et coupe toute affiliation avec cette dernière et son public. La stupeur est totale et son départ, inattendu. Mais pourquoi un tel rejet des fans? Pourquoi un si soudain départ dans une ambiance plus que tendue? Vous vous souvenez du moment où j'ai mentionné le racisme des fans de Boston? Je crois que c'est le bon moment pour tenter d'expliquer ce geste surprenant de Russell. Au cours de sa carrière, les apparences poussaient à croire que les fans, voire la ville, adoraient leur pivot superstar. Mais la réalité est plus cruelle que l'imaginaire collectif.
Alors que Russell devient propriétaire d'une maison dans la banlieue plutôt huppée et majoritairement blanche de Reading, il découvre la façade de son domicile taguée avec des messages à caractère raciste. Les actes de vandalisme y sont fréquents et les lettres de menaces et d'insultes racistes monnaie courante. Comme en témoigne le récit de la fille de Russell. Un soir, nous rentrions d'un week-end de 3 jours avant découvert que nous avions été cambriolés. Notre maison était en ruine et le mot « n*** » était peint sur nos murs. Les voleurs avaient versé de la bière sur la table de billard et déchiré le tapis. Ils avaient cassé l'armoire à trophées de mon père et détruit la plupart d'entre eux. J'étais pétrifié sous le choc. La police est venue, mais ce n'est qu'après leur départ que mes parents ont constaté, en soulevant leurs draps, que les voleurs avaient déféqué dans leur lit. À chaque fois que les Celtics jouaient à l'extérieur, des vandales venaient renverser nos poubelles. Mon père était allé se plaindre à la police, mais on lui avait dit que c'était sans doute l'œuvre de ratons laveurs. Il leur a alors demandé où ils devaient se rendre pour se munir d'une arme, et les ratons laveurs ne sont jamais revenus. On a reçu des lettres de menaces de mort après un article écrit par mon père sur le racisme dans le basket. Le FBI en a été informé. Lorsque mon père a consulté son dossier chez eux, il s'est aperçu qu'il y était constamment mentionné comme un arrogant qui ne signe pas d'autographe aux enfants blancs. Bill Russell ajoute même dans son autobiographie qu'il voyait la ville de Boston comme un marché aux puces du racisme, et que les injures racistes venaient également de son propre public lorsqu'il jouait. Affecté, dégoûté et rancunier, sa logique cérémonie de retrait de son numéro 6 se fait sans public. Et c'est même pas une plaisanterie, je vous promets. À sa propre demande, son maillot est tissé dans les hauteurs du Boston Garden, bien avant que le public ne puisse rentrer dans la salle. Et encore avec ironie, on peut dire merci à Red Auerbach qui lui a forcé la main, parce qu'à la base, Russell ne voulait même pas que la cérémonie ait lieu. Bill en voulait à la ville de Boston. Si je puis me permettre, cette animosité était tout à fait justifiée. Il considérait les Celtics comme sa famille, donc il n'était pas complètement opposé à ce qui lui rend hommage. Il ne voulait simplement pas que les fans soient là. Tommy Henson. Il refuse même sa bague lors de son introduction au Hall of Fame en 1975, ne se rendant pas à la cérémonie. Pour une raison bien simple, en 1975, j'avais refusé d'être le premier noir à y accéder. J'avais le sentiment que d'autres joueurs devaient avoir cet honneur avant moi. Russell fait ici référence à Chuck Cooper, premier afro-américain drafté de l'histoire en 1950, le considérant comme un véritable pionnier. Cooper est finalement introduit au Hall of Fame en 2019, et Bill Russell acceptera enfin sa bague d'Hall of Famer à ce moment-là, ainsi que sa pleine présence dans le temple de la renommée. Il amorce également une réconciliation avec le public de Boston. Le 6 mai 1999, lorsque son mythique numéro 6 est à nouveau retiré lors d'une cérémonie en présence de son rival sur le terrain, mais ami dans la vie, Wilt Chamberlain, mais aussi de Larry Bird et de Kareem Abdul-Jabbar. Les temps ont heureusement changé et comme une suspension du temps, la foule acclame Bill Russell qui en a les larmes aux yeux au cours d'une incroyable standing ovation. Tout un symbole. Des applaudissements qui sonnent plutôt comme « Mon combat n'était pas vain ». Après sa carrière de joueur et d'entraîneur-joueur, Russell rejoint brièvement ABC en tant que consultant et coach pendant 4 ans les Sonics et seulement une saison les Kings pour des résultats assez mitigés. On l'aperçoit sur CBS, TBS et même dans le Saturday Night Live pour des apparitions occasionnelles. Mais dès le milieu des années 80, Russell se retire progressivement de la sphère publique jusqu'à cette fameuse cérémonie de retrait de maillot et surtout la mort de son éternel rival, Wilt Chamberlain. You always need the best to bring the best out in you. So I was always fortunate to have to know that I was going to play against William Felton Russell. The winning is only important if you beat the best. My friend Wilt Norman Chamberlain was far and away the best player I've ever played against. Une disparition qui le marque profondément tant les deux géants étaient proches en dehors des parquets. Faut dire que quand tu t'affrontes 142 fois en carrière, forcément ça crée des liens. Depuis, Bill refait de plus en plus d'apparitions publiques dans la sphère basketball. Une sphère qui tout au long des années ne manque pas de lui rendre hommage pour ses réalisations sur et en dehors des parquets. Il est introduit au National Collegiate Basketball Hall of Fame au sein de la classe inaugurale et fait partie de la classe fondatrice du FIBA Hall of Fame. Donc le mec est au Hall of Fame de la NBA en tant que joueur et coach depuis 2021, au Hall of Fame universitaire et au Hall of Fame de la FIBA. C'est juste démentiel. Son héritage perdure à travers les années et le 14 février 2009, David Stern annonce que le trophée du MVP des finales est rebaptisé Bill Russell Finals MVP en son honneur. Un trophée qui, je le rappelle, n'existait pas à son époque. Sinon, on pourrait encore garnir une ligne supplémentaire dans son incroyable palmarès. Entre ça et le Depoy, Seigneur. Il est logiquement nommé parmi les 50 plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue lors du cinquantenaire de l'NBA. Une récompense reconduite avec sa présence dans la liste des 75 plus grands joueurs NBA lors du 75e anniversaire de la Ligue la saison dernière. En 2011, le président Barack Obama le décore de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. Donc si on récapitule, mesdames et messieurs, vous avez devant vous un homme qui est 11 fois champion NBA, dont 2 fois en tant qu'entraîneur-joueur, quadruple Hall of Famer, 12 fois All-Star, 5 fois MVP, 11 fois All-NBA, MVP du All-Star Game, sportif de l'année 68, membre des 75 plus grands joueurs de l'histoire NBA, médaillé d'or au JO, NCAA MOP,
décoré de la plus haute distinction civile du pays. Tout simplement légendaire. Après, j'avoue que ma récompense préférée, c'est quand même son NBA Lifetime Achievement Award de 2017. Mais surtout, la cérémonie de remise des prix. Reçu par un gratin de pivot tout aussi légendaire composé de Karim Abdul-Jabbar, Alonzo Mourning, Dikembe Mutombo, Shaquille O'Neal et David Robinson, Bill Russell va encore marquer le coup comme il sait si bien le faire. Thank you. I would kick your ass. Une verve intacte, une confiance en lui inépuisable et un rire communicatif, voilà la recette d'un moment Nutella selon Bill Russell. Toujours présent lors de la remise du trophée d'MVP des Finals jusqu'en 2019, Russell n'apparaît pas en 2020 à cause de la crise sanitaire, ni les 2 années suivantes. Et c'est le 31 juillet 2022 qu'à l'âge de 88 ans, Bill Russell s'est éteint paisiblement. À cette annonce, le monde de la balle orange est tombé dans l'émoi. Peu d'entre nous l'ont vu jouer, soyons honnêtes, mais si vous êtes amoureux de ce sport, de la NBA, de son histoire, vous ne pouvez reconnaître Bill Russell autrement que comme l'un des plus grands de tous les temps. L'un des plus grands joueurs, l'un des plus grands défenseurs, l'un des plus grands rebondeurs et indéniablement le plus grand des champions. Un champion sur le terrain, mais aussi un champion dans la société. De son boycott d'un match d'exhibition de 61 à sa dénonciation de l'attitude des fans de sa propre franchise, Bill Russell n'a jamais cessé de dénoncer les injustices raciales, sociales et sociétales. Son combat en a inspiré bon nombre après lui, qui n'ont pas hésité à lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, et désormais, je ne regarde plus ce passage entre lui et Tim Duncan de la même façon qu'avant sa mort. His name Jackie Robinson. Absolutely. The day after he died, his wife called me and said, I want you to be a pallbearer at Jackie's funeral. I said, of course. I said, but could I ask why? Why me? And she said, you were Jackie's favorite athlete. And because of the way you conducted, cool. Huh? That's pretty cool. And I feel the same way about you. You've played hard, played smart, won championships, and I don't think you finished with that yet. I'm not. Really? La NBA et le monde du basket ont perdu l'un de ses plus grands et dignes représentants. Monsieur Bill Russell a marqué l'histoire d'une très jeune ligue à son époque et a marché très longtemps pour que d'autres après lui puissent courir. Si tout n'est pas parfait dans notre société contemporaine, Bill Russell peut désormais se reposer, soulagé de voir un monde bien différent de celui qu'il a connu dans les années 30 à 70. Architecte en chef des Boston Celtics, légende vivante du basketball et figure emblématique de la société américaine, l'héritage laissé derrière lui est précieux et inestimable. Je suis sûr que là-haut, ses duels avec son ami Wilt seront épiques, comme il l'était il y a plus de 50 ans. Les héros passent et se suivent, les légendes, elles, sont éternelles. Dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'il se prend une balle en plein cœur? Non! Lorsqu'il contracte une maladie incurable? Non! Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux? Non! Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui.